Hey, bonjour tout le monde. Je vais attendre un peu, voir que des gens se connectent. Je vais repartager le live également sur mon groupe ainsi que sur mon profil. Ce ne sera pas bien long et ensuite on va pouvoir débuter. Quand vous vous connectez, dites-moi bonjour. Ici, je vais me mettre sur mute pour ne pas m'entendre en double. Partager dans un groupe. Mon groupe focus sur le positif. Si vous n'êtes pas déjà membre de mon groupe, mais je vous invite à le faire. Donc, je partage ici. Je partage également sur mon profil. Quand vous vous connectez, dites-moi bonjour. Publier. Et je retourne ici. Est-ce que j'ai eu des commentaires? Bon, pour l'instant, ça m'indique une personne. Je ne sais pas c'est qui cette personne-là. Elle peut nous saluer si elle le souhaite. Alors, j'ai quelque chose dans l'œil, je m'excuse. Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sylvie Ession. C'est ma mère. Bonjour maman. Donc, ma mère qui est une grande fan en fait de notre invité aujourd'hui, qui est Jean-Marc Gilbert. Jean-Marc Gilbert, en fait, c'est un de mes meilleurs amis, mais il est pas seulement mon ami, c'est également un journaliste à l'écrit, donc pour un hebdomadaire en ce moment qui s'appelle le journal La Revue Terrebonne. Et j'avais envie de jaser avec lui pour qu'on voit un peu les dessous du métier de journaliste, puis aussi avoir des anecdotes un peu parce que c'est toujours intéressant. Alors, sans plus tarder, je vous présente Jean-Marc. Bonjour Salut. Tout le monde. Salut. Ça va bien? Ben oui. Oui, on s'est parlé un peu avant, fait que je sais que ça va bien, mais je repose la question pour le bénéfice des gens qui vont écouter. Donc, si jamais il y en a qui se connectent au fur et à mesure, je vais montrer à l'écran les commentaires. Donc, si les gens ont des questions, ils vont pouvoir les poser et on pourra y répondre. Donc, explique-moi donc un peu. Certains politiciens, moi, je réponds aux questions quand on m'en pose. Oui, ben, c'est ça qui arrive. Toi, là, en ce moment, tu travailles pour la revue, donc les journaux qui couvrent Mascouche-Terrebonne principal. Ça va-tu plus loin que Mascouche-Terrebonne? C'est Mascouche-Terrebonne. Des fois, on va parler aussi ben, évidemment, quand je dis Terrebonne, c'est le Grand Terrebonne. Là, ça inclut aussi la Chenée et la Plaine. Des fois, on va parler d'anciens qui vivent ici, qui ne vivent plus ici maintenant, mais dont on suit la carrière parce qu'ils sont originaires d'ici. Des fois, on va parler aussi quand ça touche Lanaudière, au sens large. Des fois, ça touche Repentigny, Joliette, puis Lanaudière, ben, Terrebonne est la plus grande ville de Lanaudière. Fait que quand c'est des nouvelles lanaudoises, ça arrive aussi qu'on le traite dans nos pages. OK, c'est bon. Mais sinon, c'est ça, c'est principalement local, mais tu n'as pas juste travaillé au niveau local. Fait que je serais curieuse de savoir un tout petit peu ton parcours professionnel. Bon, en fait, avant même ton parcours professionnel, tu as étudié en quoi pour devenir journaliste? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Comment c'est arrivé que ça? Je vais te conter la version longue, si on veut. Oui, vas-y. C'est que moi, en secondaire 3, on avait un travail d'école que c'était interviewer une personne qui fait la profession que vous voulez faire plus tard. Moi, je voulais être comptable parce que j'aimais ça, les chiffres, les mathématiques, c'était facile pour moi. Puis, ben, je me suis dit, bah, tu es comptable. Je voyais mon voisin qui était comptable. Ça avait l'air d'être bien payé et tout ça. Donc, j'ai interviewé mon voisin qui était comptable. Et je suis sorti de l'entrevue. J'ai fait, je ne veux pas être comptable. Ça avait l'air plate à mourir. Fait que j'ai fait mon travail d'école, sauf que le métier de comptable avait l'air plate, mais ça m'avait intéressé de lui poser des questions pour apprendre à connaître son métier dans le fond. Puis là, je me suis dit, ben, faire une entrevue, c'est le fun. Puis là, ben, moi, j'ai toujours été un maniaque de hockey. Fait que là, je me suis dit, peut-être à l'âge de 16 ans, moi, j'ai un objectif dans la vie,
c'est de remplacer Pierre Houd à la description des matchs du Canadien. T'sais. Pierre Houd, il y en a juste un. Hein. Je me serais là à 16 ans, là aujourd'hui j'ai 34, puis Pierre Houd est encore là. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, je peux peut-être aller en journalisme quelque part. Donc, quand j'ai terminé au secondaire, je me suis inscrit au cégep, j'ai été au conservatoire de la Salle. Un tout petit cégep, à l'époque, là, c'était un étage d'édifice à bureau. Tu avais 3 programmes là-bas, dont un qui s'appelait communication. J'ai étudié là-dedans. Donc, ça c'était au collégial. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'il y avait un petit studio de télévision, un petit studio de radio. J'avais des cours de journalisme écrit. Fait que j'ai eu le temps, avant même d'être à l'université ou d'être sur le marché du travail, de toucher à ces 3 médiums-là. Et un de mes profs, qui était Régent Léveillé, que plusieurs connaissent, là, qui a fait du journalisme écrit, mais qui a aussi été à la TVA, c'était mon prof de journalisme écrit. Puis, il m'a dit, écoute, t'as vraiment un talent là-dedans, tu devrais pousser. Donc, j'ai persévéré. Après ça, bon, j'ai fait de la pige. Après mes études au collégial, j'ai fait de la pige pendant 3 ans pour la revue de Terrebonne, qui était le journal local. Moi, je suis né à Mascouche, j'ai grandi à Mascouche, donc j'écrivais sur ce qui se passe dans mon patelin, c'était le fun. Quand j'ai eu terminé mes études universitaires, il n'y avait pas de place pour moi à temps plein. Donc là, j'ai envoyé mon CV un peu partout, puis j'ai commencé au 24 heures, qui est un journal à Montréal, là, le petit journal gratuit là, jaune là, qui était distribué dans le métro. Je vais juste lire le commentaire avant de le faire disparaître à l'écran. Je ne sais pas si toi, tu vois. Est-ce que tu vois les commentaires à l'écran? Oui. Patricia qui dit « Louis, fait dire que tu racontes toujours ça, l'histoire de Paulude. » Bon, ben là, c'est sûr que c'est un de nos amis. Les gens ne la connaissent pas, cette histoire-là. On s'entend que mon audience est plus large que juste mon cercle d'amis proches. Et donc, c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire. Puis je pense que ça peut en intéresser plusieurs. Donc, c'est la preuve que je raconte pas n'importe quoi. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. C'est pas des paroles de politiciens. Tu dis qu'est-ce qu'il y en est. Ou bien, tu sais, c'est comme un politicien, puis c'est toujours le même disque. Il faut voir comment non. C'est mon parcours, là. Je m'en dirais pas sur mon parcours quand même. Non, ça serait plate un peu. Hein? Bon, fait que là, après tes études, il n'y avait pas de place à temps plein à la revue, donc tu es allé travailler pour le 24 heures, tu as dit, c'est ça? C'est ça. J'ai envoyé mon CV un peu partout, dans tous les journaux qui existaient à Montréal. Le 24 heures, à cette époque-là, il faut se rappeler, si on se remet dans le contexte, c'était à l'approche d'un lockout au Journal de Montréal. Donc, il y avait besoin de pas de cheap labor, là, mais de journalistes qui allaient pouvoir fournir du contenu pendant le conflit. C'est ça qui est arrivé. C'est sûr qu'on s'est fait traiter de scab, on s'est fait traiter de tous les noms, mais c'était une salle de rédaction à l'époque qui était remplie de jeunes journalistes qui voulaient aussi percer, qui voulaient se démarquer, qui voulaient faire ça dans la vie. Donc, ça me prenait une porte d'entrée. Puis moi, j'ai commencé de nuit aux 24 heures. J'ai fait 4 mois de nuit. Donc, c'était principalement là ce qu'on appelle les faits divers. Donc, un incendie, un meurtre, un accident. Quand c'était majeur, dans le fond, j'embarquais avec un patrouilleur qui prenait des photos et de la vidéo. Puis, il y avait comme 7-8 radios de police dans son char. Là. Il était plugué sur les ambulances, les pompiers, les policiers. Donc, aussitôt qu'il entendait des codes, on se mettait en direction. Puis, on arrivait sur place, on avait un événement à couvrir. Donc, c'était vraiment live. Là. Oui, ça, c'était vraiment du journalisme dans l'action. Ouais. Toi, tu étais de nuit, fait que c'est dès qu'il arrivait quelque chose, vous étiez. Fait que tu étais tout le temps sur la route ou vous étiez en. Tout le temps sur la route. OK. Tout le temps sur la route. Ça a duré pendant 4 mois. C'est vraiment tout un thrill, surtout quand tu commences dans le domaine puis il faut qu'on te pitche un peu comme ça. C'était-tu un test à l'époque? Peut-être. Mais tu sais, ça n'a pas été long qu'après 4 mois, ils m'ont rapatrié dans la salle de rédaction pour travailler 2 jours, là, pour couvrir les conférences de presse. C'est un horaire plus normal que quelqu'un qui travaille de nuit. Maintenant. Puis, mettons, à part l'horaire, tu sais, qu'on sait que travailler de nuit, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que tu as plus aimé être de jour avec les conférences de presse, les trucs plus cadrés, conventionnels, ou tu as plus aimé l'espèce de on y va selon ce qui apparaît au radar à ce moment-là? Quand j'ai commencé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais là, première, deuxième, troisième semaine, c'est vraiment trillant. Donc, des fois, là, on arrivait même avant les ambulanciers.
On arrivait sur place, il y avait peut-être juste un véhicule de police qui attendait les autres unités d'urgence, dépendamment de où est-ce qu'on était dans la ville, quand on avait le call. Ben, des fois, on arrivait quasiment les premiers sur la scène. Fait que t'as pas grand-chose à faire à part observer qu'est-ce qui se passe. Là, ben, après ça, t'as les relations médias des différents services d'urgence qui arrivent sur place, leur demandent ce qui est arrivé et tout ça. Est-ce que j'ai plus aimé de nuit que de jour? Peut-être pas, mais c'est quelque chose de complètement différent. C'est très difficile de comparer les deux, là. Mais tu sais, en même temps, après 4 mois, tu te rends compte que, tu sais, un incendie, c'était un incendie. Un accident, c'était la même chose aussi. Tu sais, c'est difficile de se réinventer un peu. Tandis que quand tu couvres des conférences de presse, que tu es là, que tu as des gens qui parlaient sur place, te posaient des questions, aller plus loin que le sujet initial, tout ça, ça aussi, c'est un aspect qui est très, très intéressant du métier, là. Des fois, j'allais couvrir une conférence de presse, puis je revenais, oui, j'ai le sujet de la conférence de presse, mais j'ai peut-être un autre sujet à creuser que je peux sortir dans une semaine, mettons. OK, ouais, j'avoue que c'est... Fait que pour commencer, c'était le fun, le thrill, on va dire ça comme ça, mais à plus long terme, dans la salle de nouvelles, c'était plus intéressant. Exactement. Mais les deux sont le fun. T'sais, on proposerait aujourd'hui de retourner de nuit. Peut-être que je le ferais pas avec 2 enfants, mais mettons que j'avais pas d'enfants encore, puis peut-être j'accepterais. Je songerais en tout cas. OK. Surtout avec tous les trucs que j'ai appris du métier dans les 10 dernières années. Effectivement. Puis, donc là, tu as travaillé dans la salle de nouvelles pendant combien de temps? Je sais qu'après ça, tu es allé vers autre chose. Ça, ben, exactement. Dans le fond, j'ai travaillé 2 ans, un peu plus que 2 ans et demi aux 24 heures. Après ça, pendant ce temps-là, le conflit au Journal de Montréal s'était réglé. Donc, en 2011, je pense, ou fin 2010, je me souviens plus des dates exactement, j'ai eu une chance au Journal de Montréal. Ça a duré 5 mois. C'était tout le monde dans le milieu, là, c'est reconnu, le Journal de Montréal, là, c'est beaucoup de pression puis tout ça. C'était de la pression, mais tu sais, j'étais capable de le prendre. C'était pas un problème. Mais bon, j'ai eu peut-être 1 ou 2 accros avec le chef de nouvelle à l'époque. Donc, ça n'a pas duré. Après 5 mois, il me dit ça va se terminer ici. Tu as peut-être besoin de plus d'expérience et tout ça. Je suis pas en accord avec ça, mais j'étais pas en désaccord non plus. Mais bon, ce qui est arrivé après ça, là, j'ai eu une chance à l'agence QMI, qui fait toujours partie de Québécois. Puis là, ben, à l'agence QMI, j'ai commencé de nuit. Après ça, j'ai été de soir, de fin de semaine. J'ai occupé plusieurs postes à QMI, puis ça a duré pendant 3 ans. Suite après ces 3 ans-là, ils ont aboli mon poste. Donc là, je me suis retourné de bord rapidement. J'ai jamais été sans travail très, très longtemps, là, aussitôt que je perdais mon emploi. Tu sais, je veux pas, tu connais, plus que tu avances là-dedans, plus que tu connais du monde dans le milieu. Donc, quand mon poste a été aboli à QMI, j'avais des gens que je connaissais qui travaillaient pour Transcontinental. Rapidement, ils m'ont appelé, ils ont dit, écoute, on aurait besoin d'un journaliste pour faire le guide de Montréal-Nord et l'informateur de Rivière-des-Prairies. Ces 2 arrondissements collés à Montréal. Donc, j'ai accepté ce poste-là. Ça a été une expérience difficile. J'ai géré le contenu de 2 journaux seul. C'est du stock. T'sais, pour l'informateur de Rivière-des-Prairies, il y avait celle qui faisait La Voix de l'Est, qui couvrait Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies. Elle me donnait un coup de main, mais gérer 2 journaux seul, c'est difficile. Puis, en même temps, j'ai eu ma première fille à ce moment-là. Là. C'était beaucoup. Dans le fond, ça a duré seulement 11 mois parce que le propriétaire de la revue, Gilles Bordonado, on se rappelle, là, si on en arrière, la revue, ça a été mon premier employeur. Voilà. Donc, la revue avait acheté le trait d'union. Là, on retourne en octobre 2015 à peu près. Puis, donc, c'est ça, la revue achète le trait d'union. Évidemment, a besoin d'un journaliste de plus. Il m'a appelé, il m'a dit, veux-tu rentrer au bercail? Ça a été sa formule. Donc, j'ai accepté. Puis là, c'est ça. Je suis de retour dans mon patelin à parler de ce qui se passe chez nous depuis janvier 2016. C'est drôle, Gilles, c'est mon voisin. Ben, pas direct, là, mais il habite proche de chez vous. Il prend des marches puis il passe tout le temps devant chez nous. Fait que je suis tout le temps comme, c'est le boss à Jean-Marc. Voilà. Mais, juste pour revenir un peu en arrière, parce que tu as parlé de l'agence QMI, je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Dans le fond, l'agence QMI, c'est que tu écris des articles, mais qui peuvent être
repris dans d'autres journaux, puis tout ça. Hein. Exactement. Dans le fond, à la base, l'agence QMI, c'était pour desservir les journaux de québécois. Donc là, en fait, toutes les plateformes de québécois. Donc, on parle Journal de Montréal, Journal de Québec, le site web de TVA Nouvelles en temps réel. Le 24 heures aussi, qui faisait partie de Québécois. Québécois a vraiment plusieurs tentacules, si on veut. C'est un très, très gros média. Donc, les textes que j'écrivais pour l'agence QMI, c'était mis sur le fil de presse. Et chaque journal de Québécois pouvait prendre un texte qui l'intéressait et le publier dans ses pages. Le QMI avait aussi d'autres clients à l'externe qui s'abonnaient au fil de presse et qui, à ce moment-là, avaient accès au contenu qui se retrouvait là, autant au niveau des textes que des photos. Là. Puis c'est ça. Donc, ça pouvait être publié vraiment partout. Dans le journal québécois que dans d'autres journaux abonnés à nous. Tu sais, des fois, Québécois ont même des médias dans l'Ouest canadien, donc des médias anglais. Donc, ça arrivait souvent que c'était un texte d'envergure canadienne, si on veut. Ben, ça se pouvait que dans le Toronto Sun, mettons, ils traduisaient mon article le lendemain, puis c'était publié en anglais, avec mon nom. Fait que c'est ton nom qui apparaissait à ce moment-là. Ouais. C'est pas juste. Je sais pas si on entend les bruits en passant, je m'excuse s'il y a des bruits bizarres en arrière-fond, c'est que les chiens sont couchés en arrière de moi, puis ils sont en train de se gratter. Fait que dans le fond, ça écrit Agence QMI, mais ça met le nom du journaliste quand même qui a écrit. Oui, parce que de ce que je sache, ils ne changeaient pas le contenu. S'il y avait des changements majeurs à apporter au niveau du contenu, d'habitude, c'est pas très éthique. Tu demandes la permission au journaliste. J'ai jamais eu de demande comme ça. Donc, souvent, ils faisaient juste traduire mot à mot, là. Puis, ils gardaient ma signature à ce moment-là. Peut-être que des fois, c'était juste marqué agence QMI aussi. Ça dépend de la longueur de l'article. Des fois, ils n'ont pas nécessairement de place pour mettre le bloc signature dans tous les textes publiés en format papier. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, tu es retourné travailler pour le journal La Revue, puis en fait, tu travailles encore. Tu travailles encore pour le journal La Revue. Depuis 4 ans et demi, ouais. C'est ça. Avant La Revue, c'était un indépendant. Puis maintenant, ça a été acheté par Lexis Media en janvier dernier, c'est ça. Donc, janvier dernier, là, dans le fond, je suis un employé de Lexis Media plutôt que du journal La Revue. Puis, Lexis Media, encore là, c'est un groupe de journaux. Donc, comme je t'ai dit, des fois, on écrit des textes plus lanaudois. Donc, ça arrive des fois que quand j'écris quelque chose qui se passe à Terrebonne, mais qui concerne l'anaudière plus au sens large, là, ça peut être repris dans l'Hebdo-Rive-Nord, ça peut être repris dans l'Action de Joliette et tout ça. Parfait. Puis, donc là, tu as quand même autant travaillé localement que pour le Journal de Montréal, le 24 heures, QMI, tu sais, fait que tu as quand même eu une expérience de différentes sortes de journalistes, on pourrait dire ça comme ça. Mm-hmm. Pas mal certaine qu'il t'est déjà arrivé des anecdotes, des choses que tu pourrais nous raconter autant quand tu étais sur le... Tu sais, moi, j'ai quelques anecdotes peut-être en tête, là, mais je te laisse quand même y aller au feeling. Tu sais, as eu autant des trucs que ça peut être localement, que tu as peut-être été confronté à faire des entrevues avec des gens que tu connaissais bien, mettons, puis que tu es confronté éthiquement peut-être, ou peut-être qu'il y a eu d'autres fois où c'est juste des événements qui sont arrivés sans bon sens, puis que tu as eu à couvrir, puis que tu n'aurais jamais pensé de ta vie que ça t'arrive. Ben écoute, si on y va localement, c'est sûr que quand l'UPAC est débarqué à Terrebonne d'abord pour faire des perquisitions en 2016, je pense, ou 2017, puis quelques années après pour arrêter le maire de l'époque et le conseiller, le directeur général, c'était des gens que je côtoyais à chaque semaine. Je couvrais les conseils municipaux à Terrebonne, j'y couvre à chaque mois, je suis là. Maintenant, c'est même rendu aux 2 semaines. Donc, à chaque 2 semaines, je suis là. Donc, c'est des gens que je côtoie dans le quotidien. On couvre des conférences de presse aussi auxquelles le maire sont présents et tout ça. Donc, du jour au lendemain, je me suis je me suis mis à... c'est des gens que je côtoyais à chaque semaine, à qui je parlais à chaque semaine, puis du jour au lendemain, pouf, ils disparaissent de la place publique. T'es plus capable de leur parler, t'appelles leur cellulaire, ils répondent pas, tout ça. Puis c'est normal aussi, tu sais. Fait que quand tu couvres au niveau local, tu as cette proximité-là avec des gens que tu n'as pas nécessairement quand tu travailles dans un plus grand journal. Tu sais.
il y a certains journalistes qui ont ce qu'on appelle des beats, là, comme il y en a qui sont uniquement sur les affaires policières, il y en a qui sont uniquement aux affaires judiciaires, il y en a d'autres, c'est la politique, sont campés à l'Assemblée nationale, puis ils font juste la politique. Sauf que moi, j'ai jamais eu de beat comme ça. J'ai toujours été un généraliste, donc quand je travaillais pour le Journal de Montréal ou QMI, c'était souvent des événements à gauche, à droite et tout ça. Donc, évidemment, c'est pas le même genre de lien avec ceux que tu parles. T'sais. Donc, il y a cet aspect-là. Au niveau des anecdotes, évidemment, j'en ai plusieurs. Je sais pas par laquelle tu veux que je commence. Ben non, en fait, je sais par laquelle tu veux que je commence. Non, on peut peut-être y aller plus soft pour commencer. Non, mais en fait, vas-y comme tu le sens, puis après ça, je te poserai peut-être des questions, puis ça va t'amener à raconter d'autres histoires. Je sais que tu t'en étais déjà noté sur un bout de papier pour te rappeler des anecdotes. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Regarde, Louis demande les massages. Okay. Bon, je pense que c'est l'article qui a le plus marqué mon entourage. Fait que je vais la raconter sans me faire plaisir. Puis ça, c'est particulier. Là, c'est pas tout le monde qui sait ce que je vais te raconter. Là. Dans le fond, quand j'ai commencé au Guide de Montréal-Nord, ça faisait à peu près 1 an que Denis Coderre avait fait une annonce pour disant les salons de massage sur l'île de Montréal, il n'y en aura plus. On va tous les fermer. Quand on voulait savoir 1 an plus tard si c'était vrai. Puis, on parle de salons de massage comme les masseuses et non les massothérapeutes. Il faut faire la distinction. Les salons de massage érotiques. Oui. C'est ça. Fait que là, on voulait savoir 1 an après, est-ce que la promesse de Denis Coderre a été tenue? Puis ça n'a pas été long qu'on en a trouvé un qui était ouvert, qui était en opération sur le boulevard Henri Bourassa, qui ne cachait pas du tout. Donc là, ce qu'on a fait, ça a été quasiment une opération undercover, si on veut. Là. Il a fallu que je parte mon enregistreuse en rentrant au salon de massage, que je me fasse passer pour un client qui voulait seulement un massage normal. Ça n'a pas été très long, qui m'ont offert beaucoup plus qu'un massage normal. Donc j'ai eu toute la conversation enregistrée. J'ai été là pendant 1 heure à peu près, puis à deux reprises, 3 reprises, ils essayaient de me proposer des services différents. À un moment donné, ils ont même changé la fille qui me massait pour savoir si une autre fille m'intéressait. Exactement. Puis là, ils m'ont proposé, ça peut être juste... ça peut être avec la main, ça peut être avec la bouche, ça peut être, la gamme de services offertes était très, très large. Donc, finalement, ça finit que, les salons de massage érotique existaient toujours à Montréal, même malgré la promesse de Denis Coderre. Sauf que là, tout ça, évidemment, ça a été le sujet le plus gros de la semaine, d'une certaine façon, si on veut, pour le Guide de Montréal-Nord. Ça avait été repris par le journal Métro. Parce que, dans le fond, le journal Métro peut reprendre chacun des articles qui étaient dans les journaux régionaux de TC Média. Donc, ça avait été repris dans le journal Métro et tout ça. Sauf que tout ça s'est passé au même moment où Montréal-Nord, l'arrondissement, fêtait son 100e anniversaire. Donc, le front principal du journal cette semaine-là, ça avait été le salon de massage. Puis le fait que Montréal-Nord fêtait son 100e anniversaire, ça avait été juste en page 100. Donc, je peux te dire que le téléphone a rapidement sonné. Donc, ça faisait même pas 2 semaines que j'étais au journal. Puis, le maire de Montréal-Nord ne m'a pas trop aimé. Mais tu sais, j'ai dit, c'est pas moi qui fait ce choix-là, M. Deguire. Là, mais c'est ça, il a été fâché. Puis, ça a duré pendant les 11 mois que j'étais là, il était fâché contre moi. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Mais c'est ça, tu sais. Puis, en fait, le running gag, je pense, avec notre cercle d'amis, c'est plutôt que les gens remettent en doute le fait que tu as refusé réellement, mais on le saura jamais vraiment. Mais... si vous écoutez l'enregistrement jusqu'au bout, je l'ai dit un moment donné très fort. J'ai dit non, je veux pas ce genre de service-là. Puis, parce qu'il fallait que je me back si l'endroit décide de me poursuivre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'avais enregistré tout l'échange, le temps que j'étais dans la salle et tout ça. On entend une petite musique de chambre à l'arrière, puis on entend des bouts de conversation. Là. C'est un peu étrange comme enregistrement, mais non, c'est ça, je devais refuser, même si ils ont été très insistants à certains moments.
Fait que ça, je pense que c'est l'anecdote quand même drôle, mais sinon, tu sais, comme la photo qu'on a mis avec l'invitation pour le live, t'es à genoux, à terre, t'es dans ton char avec le laptop. Ça, c'est quoi le contexte de cette photo? C'est pas un selfie, il y a quelqu'un qui t'a pris en photo. Ouais. Ouais, j'étais avec le photographe. Le photographe s'appelle Joël Lemay. J'étais souvent en équipe avec lui. Tu sais, souvent, quand j'étais la fin de semaine à QMI, on couvrait des manifestations, mais on couvrait aussi d'autres événements. Puis le contexte précis de cette photo-là, c'est quand Guy Turcotte a reçu quand il a été... je ne sais pas c'était à quelle étape des procédures, parce qu'il y a eu vraiment plusieurs procédures pour Guy Turcotte, mais je me souviens que c'était un moment où il sortait du palais de justice et il se rendait chez lui à sa résidence de Longueuil. Donc là, évidemment, nous, on est allé à l'attendre à Longueuil. On voulait savoir s'il y avait des commentaires à faire suite à sa libération. Mais tu sais, je me souviens plus si c'est au moment où il avait été reconnu criminellement non responsable ou si c'est plus tôt dans les procédures. Donc, j'ai plus de souvenirs, mais évidemment, il est arrivé, c'était pas lui qui conduisait, il était avec des gens de sa famille. Puis, sont arrivés tout de suite, ils ont rentré dans le garage. Puis, évidemment, ils ont pas voulu nous parler à ce moment-là. Fait que cette photo-là, ça avait été prise, justement, j'étais assis j'étais assis, j'avais mon laptop proche de moi parce que je pouvais pas écrire dans la voiture, j'avais pas assez de place. Donc, j'étais assis sur la petite bordure de trottoir en train d'écrire le texte sur ce qu'il nous avait dit. Parce qu'évidemment, tous les médias étaient là. Tu avais des studios de télé aussi. La télé, c'était en temps réel. Donc, ça nous prenait un texte rapidement. Donc, j'étais en train d'écrire le texte avant de l'envoyer à mon chef de pupitre sur cette histoire-là. Dans le fond, c'était Guy Turcotte libéré, je crois. Mais je me souviens plus, comme je te dis, à quelle étape de procédure. Ça fait plusieurs années déjà. Mais c'est ça. Fait que, est-ce que ça t'arrive souvent de devoir... Tu couvres un événement, puis live, là, il faut tout de suite que tu écrives quelque chose pour que la nouvelle soit partagée ou c'est moins commun, là, c'est une exception? Ça dépend. Quand on sait que c'est tout ce qui est fait divers, là, je dis, par exemple, un accident, un incendie, quelque chose qui se passe dans le moment, faut l'écrire dans le moment. Il y a eu un triste événement qui s'est passé à Mascouche au début de l'année, là, le meurtre de Jaël Quentin, une mère de famille de 6 enfants, donc qui a été assassinée. Il y a son conjoint qui est arrêté, qui fait face à des accusations de meurtre prémédité pour ça. Évidemment, cette nouvelle-là, je me souviens plus quel jour c'est arrivé. On n'a pas attendu la publication du journal papier du mercredi pour en parler. Il fallait en parler le jour même. Donc, c'est quelque chose qu'on a suivi de près et qu'on a couvert en temps réel, évidemment. Il y a d'autres événements aussi, quand on se rend à des conférences de presse, qu'on voit qu'il y a des médias nationaux qui sont là, qu'on sait que ça va être repris au bulletin du midi ou au bulletin du soir. Mais évidemment, on va pas se faire scooper, entre guillemets, un événement qui se passe chez nous. Donc, on écrit le texte le jour même aussi. Quand c'est des conférences de presse sur des sujets plus locaux, évidemment, on peut pas, souvent on a comme 4-5 textes qui attendent d'être écrits, donc faut juste prioriser les choses. Il y a des textes qui peuvent attendre la publication du journal papier, mais d'autres fois, quand c'est quelque chose qui doit être écrit dans le moment, on l'écrit live. Ben oui, c'est ça. En fait, le journal, la revue, si on les suit, en tout cas, moi, j'ai su sur Facebook, entre autres, puis il y a quand même des articles qui apparaissent en temps réel. S'il y a quelque chose d'important, on le sait quand même rapidement. Fait que ça, je trouve que c'est bien. C'est pas juste un petit journal papier local. En tout cas, je le perçois pas comme ça. J'ai l'impression c'est juste que ce qui est le plus proche de nous, ce qui nous intéresse directement, qui se passe à côté de chez nous, notre voisin, la ville voisine, ou peu importe, on le voit aussi en temps réel. C'est sûr, là, des fois, il y a des grosses nouvelles, c'est important, mais je trouve que la nouvelle locale aussi. Ouais, ben c'est ça, mais il faut faire ça souvent parce que les gens appellent au journal, les gens écrivent sur notre page Facebook qu'est-ce qui se passe à tel endroit. Fait qu'il faut répondre à ces gens-là. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus à jour possible. Des fois, quand c'est pas possible d'écrire un texte rapidement, on dit au moins j'ai un exemple récent là, qui est arrivé, c'est arrivé à Piscine Rive-Nord. Je pense que c'était l'été passé, peut-être l'autre d'avant. Il y avait eu des coups de feu tirés à l'intérieur du Piscine Rive-Nord. Il y a personne trop qui savait ce qui se passait. Mais nous, on a réussi à parler à des employés qui étaient à l'intérieur.
Et ça, c'est un des gros avantages d'être un journal local, c'est que tu connais les gens du milieu. Donc, quand il y a des événements comme ça qui arrivent, c'est des témoins de la scène à qui tu peux parler rapidement. Donc, à ce moment-là, souvent, ce qu'on fait, c'est on fait un petit post Facebook, dire il y a tel événement qui se passe présentement, un journaliste est en route, puis un texte plus complet suivra plus tard en journée. Donc, ça fait partie de ce qu'il faut faire, des textes qu'il faut faire live, là, comme je te disais. Oui. Puis ça, comment ça fonctionne si vous êtes une équipe de plusieurs journalistes? Est-ce que c'est tout le monde à tour de rôle qui est appelé? C'est-tu la personne la plus proche ou il y a des personnes attitrées pour ce genre de choses-là? Comment vous fonctionnez? Oui. Bien, évidemment, moi, ayant fait des faits divers aux 24 heures, à l'agence QMI, au Journal de Montréal, c'est sûr que tout ce qui est contact médias pour parler, que ce soit à la police, que ce soit aux incendies, que ce soit aux ambulanciers, j'ai ces contacts-là facilement. C'est des gens, c'est des gens que je connais, c'est quasiment pas des collègues de travail, mais c'est des gens à qui je parle régulièrement. Donc, me font confiance, savent que j'écris pas n'importe quoi, fait que des fois, vont peut-être m'en dire plus que si c'était un autre journaliste qui les appelait. Donc, évidemment, étant donné que j'ai fait beaucoup de ce genre d'événements-là, quand il arrive un événement majeur comme ça, là, d'ordre policier à Mascouche ou à Terrebonne, si je suis disponible, c'est souvent moi qu'on envoie ou qui fait les appels pour écrire l'article. Sinon, on est pas mal généraliste. C'est sûr, par exemple, que je m'occupe des affaires municipales à Terrebonne, donc tout ce qui est conseil de ville, on en parlait tantôt, là. À chaque assemblée du conseil municipal de Terrebonne, je suis présent. À Mascouche, il y avait mon collègue Gilles Fontaine qui était présent à chaque séance aussi. Là, malheureusement, il y a certains membres de l'équipe là, qui ont été mis à pied temporairement à cause de la COVID. Donc, ça a ralenti un peu nos opérations. Donc là, c'est Pénélope qui fait. On n'a pas de secteur d'activité particulier, mais on a tous nos forces. C'est comme Pénélope, qui est la rédactrice en chef. Elle, c'est une maniaque de culturel. Donc, c'est souvent des entrevues avec des artistes et tout ça, des spectacles qui s'en viennent. C'est souvent elle qui va écrire là-dessus. J'avoue, hein, si je me fie à ce que je vois quand même régulièrement, voilà. C'est un peu comme ça, naturellement, que ça se passe. Quoi que quand je travaillais pour la Société de sclérose en plaques puis qu'on avait des événements, j'ai vu toute l'équipe. Il n'y avait pas une personne en particulier selon l'événement. J'ai vu toi, j'ai vu Gilles, j'ai vu Pénélope aussi. Véronique, quand elle était là aussi, je pense que je l'ai déjà vu à un événement. Fait que, ouais. On a personne d'attitré à la santé, par exemple. On n'est pas une très, très grande équipe. Là, on est trois journalistes qui font du terrain, puis une correctrice qui est aussi capable d'écrire des articles, là, mais qui est plus au bureau. Donc, trois journalistes sur le terrain, on peut pas avoir des spécialités dans tout, évidemment. Non, donc, quand c'est des conférences de presse sur un sujet plus général, ben là, c'est un membre d'équipe qui y va. Là. Souvent, c'est plate, mais on y va avec qui est le plus libre, si on veut, qui a le moins de sujets prioritaires sur sa liste d'une certaine façon. Ça, c'est quand ça arrive. C'est quand ça arrive, une invitation rapide, mettons, pour un événement le lendemain. Là, c'est ça, c'est la personne qui en a le moins sur sa liste. Sinon, ce qu'on fait, chaque vendredi, on regarde l'agenda de la semaine suivante, puis on se distribue les événements là, selon les heures, selon les entrevues qu'on a déjà planifiées, tout ça, pour éviter les conflits d'horaire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, mettons, quelqu'un qui travaille pour un organisme ou une entreprise, puis qui aimerait ça qu'on parle de lui, mais de façon positive. Comment on fait pour attirer l'attention des journalistes? Comment on fait pour faire en sorte qu'ils aient envie de couvrir notre événement ou notre nouvelle, justement? Comment ça fonctionne? Je suis rendu un peu habituée de mon côté. J'ai des twists, mais mettons pour nos auditeurs. On va les appeler les auditeurs. Ça prend une nouvelle, justement. Ça prend quelque chose une nouveauté, un nouveau service que vous offrez, parce que juste parler de l'organisme pour vous présenter, c'est intéressant, mais souvent les gens vous connaissent déjà. Fait que, si vous pouvez apporter une nouveauté, quelque chose que vous offriez pas avant, que vous offrez maintenant, qu'on peut mettre de l'avant, ben n'hésitez pas à le faire de cette façon-là, en présentant quelque chose de nouveau. Puis c'est aussi quelque chose de nouveau pour nous, mais aussi quelque chose de nouveau qu'on peut présenter à la population après.
Donc, c'est souvent d'aller chercher un élément de nouveauté, justement. Des fois, on va recevoir des communiqués de presse, on le lit au complet, on se dit, OK, c'est tous des choses que les gens savent déjà. Puis, à la fin, à la toute fin, il y a une phrase qui dit, découvrez notre nouveau service, telle chose. Ben oui, souvent, c'est ça, la nouvelle. Donc, mettez-le pas à la fin, mettez-le au début. Comme ça, nous, on les lit tous, les communiqués qu'on reçoit, mais dans les grands journaux, si le chef de pupitre n'est pas accroché dans les 30 premières secondes qu'il lit votre communiqué, malheureusement, il va sûrement finir à la corbeille parce qu'il en reçoit tellement dans une journée, il en reçoit des centaines. Là, donc, évidemment, il ne peut pas accorder la même importance à tous. C'est sûr que nous, étant un média local, on prend le temps de tous les lire, mais si vous voulez accrocher un journaliste, ça prend une nouvelle. Ça prend une nouvelle. Moi, j'avais entendu dire aussi que d'avoir une histoire, d'avoir quelque chose à raconter. Tu sais, nous autres, un témoignage. Les témoignages, c'est ça. Quand je travaillais pour la sclérose en plaques, c'était l'angle qui fonctionnait tout le temps. À chaque fois qu'on avait l'histoire de quelqu'un à partager, autant de jeunes que plus âgés, qu'un proche aidant ou n'importe quoi, chaque fois qu'on prenait l'angle d'une histoire à raconter, c'était presque automatique que la nouvelle était reprise. En tout cas, localement, tu sais, je sais pas. Je suis pas persuadée que dans le Journal de Montréal, ça l'aurait passé. Tu sais, il faut que ce soit. Ben oui, non. Tu sais, ça dépend, mais localement, du moins, pas juste pour la revue, là, mais un peu partout dans la Naudière, ça fonctionnait en général d'avoir un témoignage. C'est ça, parce que souvent, ça met un visage sur la maladie ou dans le cas de la sclérose en plaques, c'est ça, c'est que ça mettait un visage de la communauté, quelqu'un de la région qui est atteint de cette maladie-là et tout ce que ça comporte. Elle nous raconte comment ça se passe dans son quotidien, tout ça. Donc, c'est sûr que l'angle du témoignage est intéressant parce que souvent, ça nous permet même de faire un dossier, quelque chose de plus étoffé, comme un article sur une conférence de presse, puis oups, un article à part sur le témoignage. Donc, oui, quand on réussit à avoir des témoignages comme ça, c'est toujours plus intéressant. Et pour nous, parce que ça nous permet de raconter une histoire, et pour le lecteur aussi, qui souvent, c'est ça, aime ça, mettre un visage sur une situation. Pour pouvoir connecter avec les gens et tout ça. Ouais. Puis là, ça fait déjà pas loin de 40 minutes qu'on jase, toi puis moi. Ça va vite? Ah, ouais, ben oui, ça va vite, ça, quand c'est un sujet qui est intéressant et tout. Je cherche mes mots, moi, en ce moment. On a déjà jasé, en fait, tu as même fait, je pense, une publication sur les réseaux sociaux par rapport à une frustration un peu que... En fait, c'est quoi les frustrations que tu peux vivre en tant que journaliste ou peut-être les clichés que tu entends et que tu es comme non, c'est pas du tout ça, ma réalité. Y a-tu des choses qui ressortent de ton côté puis que tu aimerais sensibiliser les gens d'une certaine façon à ta réalité? Ben écoute, il y en a peut-être 3 qui me viennent rapidement à l'esprit. Là. Le premier, c'est quand on entend vous les médias. C'est qui ça, les médias? T'sais? Parce que il faut premièrement, t'as les animateurs qui font les shows de radio, les shows de télévision. Les autres font partie des médias. Après ça, tu as les chroniqueurs, ceux qui donnent leur opinion. Ben, les autres aussi font partie des médias. Après ça, tu as les journalistes, ceux qui écrivent des faits, ceux qui couvrent les événements, qui contre-vérifient, qui posent des questions. Ben, eux autres aussi font partie des médias. Fait qu'il faut juste séparer les choses. Moi, c'est du journalisme que je fais, donc je donne pas mon opinion. Fait que quand on entend les médias, donc c'est bien vous cherchez toujours la controverse, ci, ça. Non, c'est pas vrai. On l'entend beaucoup depuis la COVID, les médias, vous croyez tout ce que le gouvernement dit, vous vous faites manipuler, puis vous nous manipulez par le fait même. C'est pas tellement ça. Ou on a souvent entendu dire une question stupide d'un journaliste à un point de presse. Les médias, toujours des questions stupides, alors que il y avait peut-être 19 autres questions avant la 20e stupide qui a été posée. T'sais. Mais c'est sûr qu'on n'est pas parfait, puis c'est sûr qu'on est ouvert à la critique, puis vous avez le droit de nous critiquer aussi. C'est juste qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Dire les médias, alors que c'est une question niaiseuse peut-être qui a été posée à un point de presse, c'est un peu craché sur la profession, comme l'exemple que je donnais l'autre jour, les artistes. Ça aussi, c'est très large, les artistes. Mais on peut pas
caractériser chaque individu en mettant une bannière dessus, les artistes. T'sais. Fait que c'est trop facile de dire ça. Fait que ça c'est un point qui me gosse. Un autre point qui me gosse, c'est quand on dit, quand on dit vous êtes sensationnaliste, vous autres. T'sais. On met un titre, puis à cause que le titre incite à lire ou qui est peut-être un peu provocateur, toujours la sensation forte. Mais oui, mais c'est parce que, premièrement, on veut que vous lisiez l'article, pas juste le titre. Deuxièmement, on peut pas tout dire dans un titre. C'est pour ça qu'il y a un article qui suit le titre. T'sais. Fait que si vous lisez jusqu'au bout, ben vous allez voir que la plupart du temps, si le journaliste a bien fait son travail, le titre n'est pas pris hors de contexte. C'est parce qu'il faut souvent il faut imager pour que les gens lisent l'article. Je vais prendre un exemple récent. Il y avait un immeuble en construction là dans le Vieux-Terrebonne sur la rue Laurier. Puis le titre que j'avais fait, c'est une citation de la dame, la dame derrière qui ce gros bâtiment-là est construit. Puis elle avait dit c'est un mastodonte dans ma cour. Fait que moi, j'ai pris ça comme titre en mettant les guillemets pour dire que c'était la madame qui m'avait dit ça. Puis évidemment, le promoteur, celui qui est en train de construire le mastodonte dans sa cour, il dit ben oui, un titre sensationnaliste, on le sait bien. Ben oui, mais il faut juste que la situation, là. Un titre, là, c'est 7-8 mots. Sinon, c'est trop long. Donc, il faut prendre quelque chose, oui, qui punch, mais qui est pas dénaturé ou qui est pas pris hors de contexte. Donc, encore là, c'est ça. Être sensationnaliste, c'est bien facile à dire, mais mettez-vous en arrière mettez-vous dans la peau du journaliste là, qui a comme 3 heures d'entrevue à écouter, qu'il faut qu'il cite 6 ou 7 intervenants dans son texte, mais il faut quand même qu'il trouve un titre. Puis on est pressé par le temps. On n'a pas le temps de méditer pendant 24 heures pour trouver le titre le plus approprié nécessairement. Non. Est-ce que il y a des... Là, toi, c'est toi qui trouves tes titres, mais dans les grands journaux, il me semble que j'avais déjà entendu dire que c'est pas nécessairement le journaliste qui choisit le titre de son article. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est une fausse rumeur? Ou... Ben, moi, j'ai toujours choisi les titres de mes articles. Des fois, on les change. Des fois, quand on a le temps, on parle avec l'équipe, dire ouais, ce titre-là, justement, est-ce que c'est trop fort? Est-ce qu'on devrait l'adoucir? Est-ce qu'on devrait des fois, on arrive en bout de ligne avec un autre titre complètement différent. On parle à différentes personnes qui ont lu le texte, dont la correctrice. Tu m'as dit, ouais, ben écoute, ce titre-là, je suis pas sûr. Des fois, on en propose un autre, mais habituellement, c'est le journaliste qui choisit son titre pour son article. Quand vient le moment de faire le titre de la une, là, c'est autre chose. Dans les grands médias, c'est souvent le chef de pupitre ou peu importe son titre, là, celui qui est responsable de la production du journal cette journée-là, qui va lui-même trouver son titre ou qui va en parler à certaines personnes. Sinon, ben nous, de la façon qu'on fonctionne à la revue, c'est qu'on prend tous les articles de la semaine, puis là, on décide du placement de la une. Et souvent, ça va être un travail de toute l'équipe de rédaction ensemble pour trouver le titre de la une. Parce que souvent, on essaie que ce soit un titre différent que l'article dans le journal. On ne veut pas nécessairement répéter le même titre, surtout si l'article est en page 3, tu lis le titre, tu tournes, puis c'est le même titre de l'article. Fait que souvent, ça prend un titre différent. Fait que dans ce temps-là, c'est l'équipe qui se consulte. Et le patron aussi, qui est l'éditeur en bout de ligne, là, qui a son mot à dire là-dessus. Là. Qui n'est pas d'accord avec le titre que l'équipe de rédaction a trouvé, ben il va le changer puis il va en mettre un autre. Moi, je pense que les gens, ils font... C'est sûr que des fois, il y a du sensationnalisme, mais c'est pas nécessairement vous autres. C'est plus les sites en ligne de nouvelles, de potins, d'artistes, justement, puis des affaires comme ça, que là, maintenant, ils veulent juste s'attirer des clics, mais c'est pas la même affaire. C'est pas du journalisme sérieux nécessairement. Ça fait partie de faire la part des choses, de distinguer les styles de médias, de distinguer c'est quoi une chronique versus c'est quoi du journalisme de fait, c'est quoi un éditorial, un éditeur qui donne son opinion. Ça veut pas dire que le journal va être teinté de cette opinion-là, parce que c'est pas lui qui écrit les articles d'information. Puis, moi, c'est pas vrai qu'on m'a déjà dit change cet article-là pour que ce soit plus méchant envers telle personne, c'est jamais arrivé. Ça c'est des légendes urbaines. Là. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Jamais on m'a dit de donner un angle plus excuse-moi, de donner un angle particulier à un texte pour faire mal paraître
une personne ou une autre personne. Ça, plus à gauche, plus à droite, puis ces affaires-là, y a-tu vraiment des lignes, tu sais, dans le sens où d'un journal à l'autre, surtout au niveau des titres, justement, ça arrive qu'on peut voir une tangente plus d'un bord, plus de l'autre, tu sais, que c'est le même événement, mais qui est traité d'un angle différent, tu sais, veux pas, j'imagine que tu essaies d'être le plus neutre puis impartial possible, mais ça peut pas l'être à 100%. J'imagine que c'est toujours légèrement teinté de qui t'es toi. C'est sûr qu'on est tous des humains. On a tous des opinions, on a tous des émotions et tout ça. Mais tu sais, moi puis la plupart de mes collègues journalistes, c'est sûr qu'on essaie de mettre ça du côté le plus possible. Tu sais, quand vient le moment de faire faire notre article, ben, on essaie de mettre tout ça de côté. On se base sur les faits. C'est quoi les faits? C'est quoi qu'on sait? Puis souvent le reste va suivre son cours, mais tu sais, souvent il y a quelqu'un qui va trouver qu'on a un billet, mais tu sais, j'écris un article par exemple sur quelque chose, un sujet litigieux à Terrebonne. Tu vas voir les gens de la population qui est contre les idées du maire, qui va penser que je suis pro-maire, tandis que le maire, lui, il va penser que je suis pro-citoyen, tu sais. Fait que souvent, quand tout le monde est fâché contre le journaliste, parce que le journaliste a bien fait son travail et qu'il a neutre dans son article. C'est plate un peu, mais... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir écrire un article, mais que c'était contre tes valeurs ou justement quelque chose que tu as trouvé difficile à écrire parce que tu aurais eu envie de teinter justement ton opinion, mais que tu ne l'as pas fait, mais que ça te démangeait? Tu sais, ça t'est-tu déjà arrivé, certains sujets, que ça soit plus difficile à aborder? Plus difficile à aborder, oui. J'ai jamais refusé un sujet parce que c'était contre mes valeurs. T'sais, au contraire, moi, j'aime ça avoir ce que l'autre pense de telle affaire. Si c'est contre mes valeurs, l'entrevue va pas être plus robuste ou quoi que ce soit, mais je vais expliquer, lui, c'est quoi son point de vue par rapport à ça. Puis souvent, ben, ça te permet juste de ramener, de remettre les choses en perspective. Et souvent, c'est ça qui va te permettre de faire un article plus neutre en bout de ligne aussi. Fait que non, j'ai jamais refusé un sujet parce que ça me confronte envers moi-même aussi. Ça m'apporte à poursuivre ma réflexion, à aller plus loin. Peut-être à changer d'opinion, ça arrive à l'occasion, mais c'est plutôt rare. Mais souvent, tu comprends un peu plus. C'est plate parce que j'ai pas d'exemple très, très précis à donner, là. Mais moi, personnellement, j'ai jamais refusé un article à cause que ça allait à l'encontre de mes valeurs, par exemple. Est-ce que tu as des collègues que tu sais que c'est déjà arrivé, tu sais, que c'était comme, donc c'est un sujet trop difficile à aborder, ou tu sais, des fois sans être, je sais pas, là, mettons, les trucs qui touchent les enfants ou ces affaires-là, le drame qui est arrivé avec Jaël, puis tout ça, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise d'aborder ces sujets-là, tu sais, ça doit pas être facile. Mais c'est pour ça que souvent, dans un journal, t'as pas juste un journaliste, t'as une équipe de quelqu'un que si t'es pas capable de prendre tel sujet, ben, ça va être donné à quelqu'un d'autre dans l'équipe qui lui est capable de le faire. Oui, j'ai des collègues à qui ça arrivé. Je nommerai pas de nom, puis je nommerai pas de situation. Mais oui, ça peut arriver que t'es quelqu'un qui a vécu un événement dans sa vie, un événement traumatisant, puis là, ben, il est appelé à écrire sur un événement traumatisant similaire qui est arrivé et dont on doit traiter dans le journal. Donc, c'est sûr que ça peut arriver à ce moment-là que le sujet soit donné à un autre journaliste. Est-ce que, avant de terminer, là, parce que là, ça fait déjà bientôt une cinquantaine de minutes qu'on jase, est-ce que tu aurais un dernier anecdote? Je vais juste finir. Tu sais, tantôt, je te disais qu'il y avait trois choses qui me dérangeaient. C'est ça. La troisième chose, c'est très simple, c'est très rapide, c'est que souvent, sur Facebook, ça arrive principalement sur Facebook, les gens vont lire le post Facebook, vont lire le titre de l'article et, sans cliquer et lire l'article, vont poser une question dans les commentaires. Mais 9 fois sur 10, la réponse est dans l'article. Fait que je dirais à ces gens-là, ben, prenez le temps de lire l'article. Et c'est ça, 9 fois sur 10, la réponse va s'y trouver. Si elle s'y trouve pas puis qu'elle devrait s'y trouver, souvent c'est parce qu'on n'a pas eu nous-mêmes la réponse. Donc, prenez le temps de lire. C'est pas juste pour en journalisme, ça, par exemple. Imagine. Tu fais une promotion de quelque chose, n'importe quoi, l'information est toute là. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, mais je sais qu'il y a
j'ai des gens dans mon entourage qui sont en enseignement ou peu importe. Puis, c'est ça, tu donnes une information, une instruction claire, puis les gens, ils lisent même pas, puis tout de suite, ils vont directement poser la question sans avoir pris le temps de lire. Ou juste au travail, tu as un échange de courriel, puis après ça, tout ce que tu as envie de répondre, c'est comme j'ai mentionné dans mon dernier courriel, voici je pense que ça, c'est commun à tout le monde. Donc, rappel sympathique aux gens, lisez tout avant de poser des questions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que tu as une dernière anecdote pour nous, peut-être? Écoute, des anecdotes, on peut être ici jusqu'à demain matin. Tu sais, j'ai fait tellement de choses. Il y a une fierté peut-être de mon à travers toutes ces années-là, quelque chose que je suis fier parce que j'ai senti à ce moment-là qu'on peut avoir vraiment un impact. Ça montre du temps que j'étais aux 24 heures, donc ça fait j'en étais peut-être 2 ans, 2 ans et demi que je faisais ça à temps plein. Il y avait une dame de Terrebonne, donc je n'étais pas à la revue, là, j'étais bien aux 24 heures, mais ça a donné que c'était une dame de Terrebonne. Elle était atteinte d'un trouble grave, une maladie du sang très, très rare, en fait. Puis son assureur refusait de lui payer le seul médicament qui pouvait lui sauver la vie. Donc, évidemment, on a fait un article, on a raconté son histoire. Après ça, on a posé des questions à l'assureur qui nous a pas répondu, qui a dit, bon, c'est un dossier confidentiel, malheureusement, on peut pas vous donner de renseignements et tout ça. Et quelques semaines plus tard, la dame en question, qui nous avait donné un témoignage, nous avait réécrit pour dire, ben finalement, votre article a eu du bon. Finalement, mon assureur accepte de m'indemniser. Je vais avoir accès à mon médicament. Fait que, évidemment, c'est grâce à ce médicament-là, je crois qu'elle est toujours en vie aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Mais évidemment, elle était très, 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 très reconnaissante envers nous, envers son assureur. Et bien, nous, on est content dans ce temps-là d'avoir un impact. C'est pas grâce à notre intervention c'est pas nécessairement grâce à notre intervention que ça lui a permis d'avoir ça, mais dans ce temps-là, on sent qu'on a quand même un impact, un rôle à jouer. Puis c'est le fun des fois d'avoir des histoires qui finissent bien aussi. C'est drôle parce que je pourrais finir l'entrevue là, puis là, ça finirait bien, puis là, je suis émue. Ouais. Je trouve ça beau, tu sais, c'est ça. Est-ce que c'est ça que tu aimes le plus de ton travail, de sentir que ça peut faire une différence? Est-ce que c'est de connecter avec les gens? Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? J'aime tout de mon métier. Tu sais, à la base, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime parler aux gens, qui aime rencontrer de nouvelles personnes et tout ça, qui aime raconter des histoires, évidemment. Donc, tu sais, pour moi, c'est un privilège que mon travail dans la vie, c'est de raconter des histoires vraies. Évidemment, quand c'est des sujets plus touchés, des sujets plus délicats, des drames comme on a parlé tantôt avec Jaël. Évidemment, c'est très, très difficile, mais tu sais, j'ai écrit sur tout plein d'histoires comme ça, qui finissent mal, mais que, tu sais, souvent, il y a quand même de la lumière dans cette histoire-là. Je vais prendre un exemple récent. Il y a Simon Martel, c'est un jeune homme de Terrebonne, là, âgé de 18 ans. Il a disparu au mois de janvier dernier. Puis 3 mois après, ou quelques mois après, au printemps, on a retrouvé son corps dans la rivière des Mille-Îles. Évidemment, il était décédé. Tout ça, ça a été très, très difficile, mais nous, on était toujours présents auprès des parents. On a relancé, je pense, c'était au mois de mai, on a relancé l'avis de recherche pour dire, avec la COVID, tout ce qui s'est passé, il y a peut-être des gens qui ont oublié Simon Martel, mais la famille le cherche encore, aimerait bien le retrouver et tout ça. C'est justement à la suite de ça qui avait été retrouvé. Puis au mois de juin, il y a quelques semaines, ils ont fait un événement commémoratif à sa mémoire parce que cette journée-là, précisément, il aurait eu 19 ans. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont réunis au pont Sophie-Masson, qui est l'endroit, le dernier endroit où il a été vu en vie. Puis, ils ont chanté Bonne fête, ils ont marché sur le pont en tenant des chandelles à sa mémoire et tout ça. Donc, t'es souvent, même malgré les drames, le temps finit par pas par faire son œuvre, mais tu sais, le deuil commence à se faire au niveau des proches de la famille quand le corps est retrouvé. Puis le titre de l'article, ça avait été Bonne fête Simon. Qui ça a été partagé tout plein de fois parce que c'est justement quelque chose de lumineux qui sortait, qui venait boucler la boucle d'un événement qui avait été plus tragique dans l'ensemble. Oh, Lynn, hein? Ah, excusez.
Donc, sinon, peut-être une dernière question pour toi, plutôt qu'une anecdote, ou on finira avec une anecdote, mais j'ai une dernière question avant de terminer. Ouais. Est-ce qu'il y a un type de sujet que tu n'as pas traité encore, quelque chose, un genre d'événement que tu dis que, oh my God, ça, j'aimerais tellement ça, avoir à vivre ça en tant que journaliste? Ben, tu sais, je vous ai déjà, comme j'ai dit au début, je suis un maniaque de sport. Tu sais. Ouais. Si on me donnait l'opportunité pendant un soir d'aller couvrir un match des Canadiens au Centre Bell, d'avoir accès aux joueurs dans le vestiaire, d'avoir accès au point de presse du coach et tout ça, c'est sûr que si j'avais cette opportunité-là, un jour, ce serait un rêve qui se réaliserait. Tu sais, j'ai eu la chance de le faire avec les Cobras de Terrebonne. Mais tu sais, c'est une équipe locale, c'est une équipe très forte d'ailleurs au niveau local. Là. Ils ont gagné plusieurs championnats dans les dernières années. Mais c'est sûr que tu sais, le Canadien de Montréal, bon, c'est l'équipe de mon enfance, c'est l'équipe d'enfance de vraiment beaucoup de gens. Donc, je pense que ce serait le rêve là, de plusieurs personnes d'avoir un accès privilégié comme ça. Donc, moi couvrir, mettons, on me dit ton assignation de rêve avant de mourir, ce serait ça. Ce serait d'aller couvrir un match de hockey du haut de la galerie de presse, puis après ça, parler aux joueurs, parler aux coachs. Est-ce que, puis là, je pose la question comme ça parce que je suis curieuse, est-ce que s'il y avait un joueur de la région, exemple, donc quelqu'un de Mascouche ou de Terrebonne qui se retrouvait à faire la Ligue nationale et tout ça, puis que là venait disputer un match à Montréal, ou s'il était dans les Canadiens directement, est-ce que c'est assez comme lien pour pouvoir entrer en tant que journaliste sur place puis pouvoir couvrir un match, exemple? Ou... Oui, oui, c'est déjà arrivé. On a, comment il s'appelle, là, à cause que je cherche son nom, je le trouverai pas, là. Mais il y a un joueur des Maple Leafs de Toronto qui vient de Mascouche, justement, et de qui on a déjà parlé. On a un joueur aussi de Terrebonne de Mascouche, je me souviens plus, qui est avec le Canadien de Montréal. C'est un défenseur, et là, parce que je cherche son nom, je le trouverai pas. Mais quand il avait été rappelé par le Canadien, on a fait le front page avec lui pour dire bon ben, telle personne de Terrebonne ou de Mascouche va jouer avec les grands clubs. On avait fait un suivi après ça, comment son séjour s'était passé, tout ça. Donc on n'a pas nécessairement été sur place pour couvrir le match, faire une entrevue avec lui dans le vestiaire, mais souvent c'est le temps qui manque pour faire ça, malheureusement. On aurait peut-être l'opportunité un jour. On espère. Je t'en perche comme ça, des fois, hein, on donne des idées, puis on ne sait jamais ce que ça peut donner. C'est parce que ça te prend plein d'approbation. Il faut que le joueur soit d'accord, il faut que l'organisation soit d'accord. Ça devient beaucoup de choses à coordonner en peu de temps. Là. Souvent, c'est plate à dire, mais pour ces grandes organisations-là, on est un journal local. Là, donc, c'est pas le grand média qui va donner une couverture incroyable, évidemment, au club, mais c'est ça. Pour le journal local, ça fait quelque chose de très intéressant, et pour le journaliste et pour le lecteur, surtout. Effectivement. Et donc, pour terminer, une dernière anecdote pour nous. Dernière anecdote, je choisis la bien. Je pourrais peut-être choisir celle où il y avait un pasteur à Montréal-Nord qui avait été arrêté pour fraude, une histoire de fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars. C'était un pasteur qui s'appelait Mewinda Lezoka. Je pense, si mon souvenir est bon, c'était l'église Baptiste Ethel. En tout cas, mon souvenir est flou un peu parce que ça fait plusieurs années. Là. Mais bref, j'avais été à cette église-là un dimanche pour parler au pasteur qui avait été arrêté, mais qui semblait toujours continuer malgré tout, il avait été arrêté, libéré en attendant les procédures judiciaires, mais il continuait à donner sa messe à chaque dimanche à son église sur le boulevard Henri Bourassa à Montréal-Nord. Il y en a des affaires sur le boulevard Henri Bourassa. Il y en a des affaires sur le boulevard Henri Bourassa. C'est ça. C'est l'autre côté, par exemple, un peu plus à l'est du boulevard Henri Bourassa que le salon de massage. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, je m'étais présenté là un dimanche pour pouvoir lui parler, dire OK, bon, vous avez été arrêté pour fraude, mais bon, vous avez encore plusieurs fidèles qui semblent vous faire confiance. Fait que j'aurais aimé ça parler à des fidèles de l'Église, parler au pasteur aussi pour dire, bon, comment vous prenez ça, les accusations, c'est quand même pas n'importe quoi. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis
visiblement, ça semble pas trop vous ébranler parce que vous continuez à donner votre messe et tout ça. Mais bon, je suis pénétré dans l'église. 5 minutes après, il y a des gens qui sont venus me voir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis pas un habitué de l'endroit, évidemment. Ils m'ont demandé de sortir. J'ai sorti, mais j'ai attendu dans le stationnement que le pasteur arrive parce que je voulais parler au pasteur. Puis ça n'a pas été possible. Là. Ils sont venus me voir dans le stationnement. Ils ont dit Monsieur, vous troublez la paix en cette journée du Seigneur. Je vais devoir vous demander de quitter, sans quoi on va appeler les policiers. J'ai dit écoutez, appelez-les. Les policiers, c'est un endroit public. Ici, c'est une église, monsieur. Ils ont appelé les policiers. J'ai jasé avec les policiers qui ont dit écoute, c'est un endroit public, comme tu dis, on t'obligera pas à quitter, mais si tu veux pas de trouble, t'es mieux de partir. J'ai fait OK, je vais partir, puis c'est ça, j'ai quitté, mais évidemment, j'ai écrit un article sur le 24 heures qui s'était vu refuser cavalièrement l'accès à une messe du dimanche sous prétexte que je voulais troubler la paix en cette journée du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Fait que j'en ai tout plein d'anecdotes comme ça. On pourrait continuer jusqu'à demain matin. On pourra en rejaser Ouais. autour d'une bière ou, dans mon cas, un verre d'eau, parce que je bois pas bien, mais on pourra en rejaser. Mais Jean-Marc, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'accepter mon invitation. C'est super le fun. Dimanche prochain, pour les personnes qui sont peut-être curieuses, je rencontre Mélanie-Anne Fallen-Bagel, qui est aussi une de mes amies. Là, mon but, c'est pas de rencontrer juste mes amis en entrevue. Ça donne comme ça parce que je suis entourée de personnes, le fun, intéressantes, inspirantes. Mon amie Mélanie. J'ai plein d'amis. Mais Mélanie-Anne, elle est artiste multidisciplinaire. Puis dans le fond, c'est ce qu'elle va faire dimanche, c'est nous jaser un peu des particularités de commencer d'enseigner l'art, mais à des adultes, puis aussi d'aider à comment assumer le fait d'être multidisciplinaire. Puis c'est sûr que ça me parle. Moi, je suis pas nécessairement artiste multidisciplinaire, mais je suis multi-toute pas mal quand même, puis je suis très touche à tout. Hein. Mais elle va nous parler de ça un peu parce qu'entre autres, c'est clairement pas la même chose d'enseigner l'art à des adultes que ce l'est à des enfants ou dans une classe d'art plastique ou peu importe. Fait qu'elle va nous jaser un peu de ça. Je ne sais pas si toi, tu vas être là avec nous dimanche prochain. On est en vacances. Officiellement, je suis en vacances, moi aussi, à partir de mardi soir. Toi, tu es en vacances en ce moment, fait que je te souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup. Mais si tu es disponible, tu pourras écouter ça dimanche prochain à 20h. Puis sinon, ça va être disponible en rediffusion, tout comme cette entrevue aujourd'hui. Avais-tu des questions non, des gens qui sont connectés? Il n'y a pas de questions, mais il y a un merci. Genre, je viens de le voir. Mais sinon, non, il n'y a pas eu de questions. Donc, je pense que ça a quand même bien répondu. Mais si jamais les gens ont des questions par après ou les gens écoutent en différé, ils peuvent leur poser des questions. Puis, soit tu pourras répondre si tu vois les questions. Sinon, je te les transmettrai. Puis, je répondrai. Bonnes vacances. Bonnes vacances, Jean-Marc Gilbert. Donc, voilà, si les gens ont des questions et qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent les poser puis tu pourras leur répondre. Si à un moment donné, il reste du temps puis que, pas qu'il reste du temps, mais si à un moment donné, il me manque quelqu'un pour une entrevue, je te ferai une deuxième partie puis ce sera juste des anecdotes. C'est bon, parfait, je vais en avoir tout plein. On fera 1 heure d'anecdotes de journalisme. Écoute, on n'a même pas parlé de tout ce qui s'est passé durant la COVID. J'en aurais eu beaucoup à dire aussi, mais c'est ça, on a un temps limite à un moment donné. Oui, exactement. Donc, il faut garder le suspense. Fait qu'on se fera une prise 2, je pense, prochainement. Ça serait cool. Fait que je te remercie. Tu peux rester connecté. Je vais terminer le live, puis voilà. C'est bon. Désolé aux gens si ça bougeait aussi. Parce qu'évidemment, j'ai pas de trépied, là. Je tiens le cellulaire dans mes mains, donc si l'image bougeait, c'est ça, c'est pour ça. Désolé. Il est un peu tard pour s'excuser, hein, mais c'est pas grave. Bon, bye mieux vaut tard que jamais. Ouais, c'est ça. End.